C'est bonsoir. Ah oui, oui, oui. Tu as raison. Alors, je commence comme d'habitude par les dates, à savoir les prochains séminaires, donc le 12 décembre, le 16 janvier, le 20 février, le 20 mars, le 17 avril, le 22 mai et le 12 juin. Alors, pour ceux qui veulent me voir personnellement, qui ont un travail à présenter ou des choses de ce genre, la prochaine permanence est le jeudi 22 à 15h30, à partir de 15h30. Un jeudi 22 à partir de 15h30, dans mon bureau, donc non pas ici, mais au 29 rue Nul, au deuxième étage. Oui, en effet, pour ceux qui souhaitent une validation de ce séminaire dans le cadre du master de Paris 8, suite à diverses expériences, j'ai décidé que cette année, je ferai un examen sur table, avec vigile. Interdiction absolue des téléphones portables et autres moyens de communication. Voilà. Fouille à l'entrée et à la sortie. Et il portera strictement sur ce que j'aurais dit, et pas sur autre chose. Voilà. C'est tout de même le bilan d'une longue séquence dans laquelle distinguer ce qui est apporté de la question de savoir si ça a été réellement fait par celui qui l'apporte, si ça a été trouvé sur Internet, si c'est du papier collé, etc. À la longue, c'est un petit peu lassant simplement de se poser la question. Voilà. Même si on y répond largement par la négative. Donc on va créer les conditions dans lesquelles on ne se posera pas la question. Voilà. C'est uniquement pour ça que je reviens à ces pratiques archaïques et qui évidemment, pour lesquelles, comme pour toute pratique de ce genre, je ferai la réclame en disant que c'est pour votre confort et votre sécurité. Voilà, je voudrais aussi indiquer que la suite du colloque sur philosophie et théâtre, pour lequel il y a déjà eu 2 sessions, aura lieu les 23 et 24 de ce mois, 23 et 24 novembre. On va examiner cette fois le rapport au théâtre d'autres philosophes que ceux qui ont été examinés la dernière fois, comme il y aura Derrida, Deleuze et quelques autres, à partir de 10h, comme toujours. Et je signale simplement que le 23, ce sera dans la salle des actes, donc au premier étage, et le samedi 24, dans cette salle, dans la salle du SAD. Je participerai en particulier le samedi 24 à la présentation de la question du rapport de Sartre au théâtre. Voilà. Alors, revenons maintenant à la question, au titre, l'immanence de vérité, avec quelques rappels avant de poursuivre. Alors, ce rappel, je voudrais présenter de la façon suivante. En réalité, lorsqu'on a comme ça un titre, un propos, en l'occurrence l'immanence des vérités, propos dont le nom, dont le concept est un peu technique, on peut faire le point en discernant 3 éléments. Il y a l'élément stratégique, c'est-à-dire de quoi s'agit-il d'un point de vue qui va se déployer dans le temps. Donc on a la stratégie. Il y a d'abord un matériel, ce que j'appelle le matériel, c'est-à-dire la logistique conceptuelle. Les métaphores sont militaires, vous voyez.
Et le matériel, c'est-à-dire, malgré tout, on ne peut pas aborder ou trancher ou développer une question sans requérir des référents, des moyens, des outils conceptuels. Et puis il y a après les différents engagements que l'on pourrait dire tactiques, c'est-à-dire les différentes étapes à travers lesquelles la question stratégique est déployée, posée et tranchée. Je voudrais faire ce rappel à ces trois niveaux. Bon, immanence des vérités, qui est le propos de cette année, qu'est-ce que ça signifie? Alors, stratégiquement, quel est le matériel principal dont on va se servir et quel est le premier engagement, proprement dit, quel est le premier engagement tactique auquel on va soumettre la question. Alors, stratégiquement, en vérité, en philosophie, on a toujours affaire à une question. On a toujours affaire à une question, c'est-à-dire la stratégie est toujours la stratégie d'une question avec les étapes à la fois de sa construction, de sa réponse, etc. Alors, quelle est en vérité la question? Quelle question nous posons-nous ici? On peut la résumer assez simplement. On peut dire, qu'en est-il du monde? Qu'arrive-t-il au monde si nous l'expérimentons, si nous le désirons, si nous le traversons, non pas selon sa loi dominante, non pas selon les opinions qui reflètent plus ou moins cette loi dominante, mais à partir de ce que, dans mon langage, j'appellerais une vérité. Voilà, la question est donc la question de la perception, si l'on peut dire, ou l'expérimentation du monde, non pas en quelque sorte dans le fil de ce que le monde propose lui-même comme trajet, perspective et œuvre, mais d'un point de vue qui, précisément, va se constituer comme une sorte d'exception immanente et qui va mériter, pour des raisons que chacun nous reviendront, le nom de vérité, et qui est comme un nouveau poste possible d'observation et d'action intérieur au monde, mais en un certain sens décalé aussi de ce monde. Alors, comme nous verrons, on peut dire à partir d'une vérité, mais on peut dire aussi à partir d'une idée. Étant entendu que je voudrais ici dire quelques mots sur idée. Sur idée, qui est, comme vous le savez, une expression dans une grande tradition platonicienne. Alors, du point de vue qui nous occupe, on peut dire qu'une idée, j'appelle idée, on appellera idée, en réalité la médiation subjective entre une vérité et son trajet dans le monde. C'est-à-dire que idée ne doit pas être complètement rabattue sur vérité, parce qu'en réalité, une vérité est finalement, ça viendra, une vérité c'est un processus objectif, donc on ne peut pas rabattre complètement idée sur vérité, mais on ne peut pas non plus naturellement rabattre idée sur la loi du monde en tant que telle. Donc on pourra dire que idée, c'est ce qui constitue pour un individu déterminé une médiation possible entre une vérité et le trajet dans le monde, l'effectuation dans le monde, la construction dans le monde de cette vérité. Ça, je dis métaphoriquement, on peut dire l'idée, c'est ce qui est une sorte de médiation subjective entre vérité et devenir de la vérité elle-même. Alors, on peut dire aussi que idée, c'est exactement ce qui se tient entre exception et immanence. Une autre façon de le dire, ce qui se tient subjectivement entre exception et immanence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tiendrons qu'une vérité, c'est quelque chose qui est dans le monde, qui se construit dans le monde, mais qui s'y construit en exception aux lois du monde. Ça veut dire exactement exception, c'est quelque chose qui n'est pas une conséquence des lois du monde, mais qui fait exception. Et alors on peut dire que idée,
c'est la position subjective qui partage les deux versants. C'est-à-dire, idée, c'est une manière d'être immanente, une représentation immanente, mais qui concerne l'exception. Alors on pourrait dire qu'une idée, c'est toujours la représentation immanente d'une exception. C'est-à-dire l'intériorisation de quelque chose qui, en un certain sens, est extérieur aux lois du monde. Et je voudrais rappeler que, enfin, dire qu'à mon sens, c'est bien cela que Platon a en vue quand il parle de l'idée. Parce que l'idée, c'est simultanément quelque chose qui n'est pas réductible au monde réel, au monde existant, au monde dans lequel on se trouve, et qui cependant est ce qui est susceptible d'orienter des trajets dans ce monde. On peut vivre selon l'idée, ce qui suppose que l'idée soit en un certain sens interne au monde, puisqu'elle est du côté de l'orientation de l'existence, et que cependant, en tant qu'elle est du côté des réalités, elle n'est pas réductible aux lois du monde, elle y fait donc exception. Elle partage l'exception. Au fond, la complexité de la notion d'idée, quel que soit le sens dans lequel on la prend, par voie de conséquence, je me signale en passant à l'extrême complexité de la notion d'idéologie, idéologie signifiant à la fin des fins une raison conforme à l'idée, une conviction conforme à l'idée. La complexité, elle est là. Ce n'est pas du tout dans sa pure et simple opposition au monde. Dire la critique matérialiste banale de l'idée ne comprend pas ce que c'est qu'une idée. Et ça, sa faiblesse. Et si vous opposez l'idée à la matière, ou l'idée au réel, vous avez déjà manqué ce que c'est qu'une idée, naturellement. Puisque, précisément, une idée, c'est ce qui a capacité, qui a puissance d'orienter des trajets réels dans le monde. Elle ne peut pas donc être extérieure au monde. Il faut qu'elle lui soit immanente, justement. Cependant, cette immanence est d'un type particulier, puisque c'est l'immanence de quelque chose qui, en un certain sens, est en exception des lois du monde par ailleurs. Donc l'idée, c'est bien la représentation de l'exception immanente, c'est-à-dire que toute idée est dialectique, parce que toute idée est la représentation de la tension, éventuellement contradictoire, entre la dimension exceptionnelle d'une vérité et sa dimension d'immanence. C'est pourquoi l'idée de... Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. L'idée doit toujours être pensée comme active. Là aussi, c'est tout à fait étranger à sa représentation ordinaire, où l'idée est comme une espèce de chimère immobile, détachée du monde. Mais ça n'a aucun sens. L'idée n'existe que pour autant qu'elle oriente un trajet effectif dans le monde. C'est cela qui l'a fait exister subjectivement et réellement. Et donc elle n'existe que dans sa dimension active. C'est la raison pour laquelle, je ferai un petit commentaire tout à l'heure là-dessus, c'est la raison pour laquelle les matérialistes marxistes parlent du primat de la pratique. Le primat de la pratique, ça ne veut pas du tout dire primat du business matériel sur l'idée. Le primat de la pratique, ça veut dire que primat de l'idée en tant que pratique, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de contradiction entre la dimension idéologique de la politique et sa dimension pratique. En un certain sens, à la fin des fins, c'est la même chose, pour autant qu'on conçoit que l'idée elle-même n'existe que dans sa puissance d'orienter l'action, c'est-à-dire dans son existence pratique. Voilà, donc on peut dire que stratégiquement, l'élucidation qui nous intéresse cette année, c'est celle du monde examiné
point du travail du vrai, donc du point de l'exception immanente. Donc on peut dire le monde examiné du point de l'idée, et finalement on peut dire le monde examiné du point de la pratique. Tout ça, ce sont pas exactement des synonymes, mais ce sont les différentes facettes de la même question. En particulier, on retiendra qu'en définitive, l'immanence des vérités est une immanence pratique. Alors, d'un point de vue plus philosophique, vous voyez qu'on ne peut pas ramener l'idée à une représentation, ce qui est l'interprétation commune. C'est-à-dire que l'idée, ce serait une interprétation du monde, ou une représentation dont l'épreuve est irréelle. Et précisément, la conception de l'idée comme pratique s'oppose à la conception de l'idée comme pure et simple représentation. Et chez Platon lui-même, l'idée n'est pas une représentation. Elle est destinée explicitement à exister comme pratique de l'existence, comme vie juste. Voilà. Alors ça, c'était sur l'orientation stratégique, à l'aide de débrouiller, tenter d'élucider et de donner des fondements stables et clairs à l'ensemble de ces considérations, permettra à la fin des fins, d'en venir à la seule question qui soit vraiment intéressante en philosophie, qui est la question: qu'est-ce que c'est qu'une vie digne de ce nom? Alors si on soutient qu'une vie digne de ce nom, d'une manière ou d'une autre, c'est une vie selon l'idée, il faut évidemment élucider ce que c'est que l'idée, et pour autant qu'idée renvoie à la vérité comme exception immanente, il faut tracer les liens entre tout ça. Voilà. Alors, j'avais aussi dit, je le rappelle, c'est un simple rappel pour l'instant énigmatique, que l'enchaînement interne à la solution de ce problème va se faire de la façon suivante. On va commencer, on a déjà un peu commencé, on va commencer par une critique de la finitude. Je reviendrai tout à l'heure à l'explication de ça. On va commencer par une critique de la finitude. On va même tenter de démontrer que le fini n'existe pas. Comme ça, on en sera débarrassé une bonne fois pour toutes. En fait, on n'en sera pas débarrassé, parce qu'il faudra bien expliquer ce que c'est. Et la thèse sera que, justement, le fini, c'est une idée. Une idée fausse. Voilà. Après la critique de la finitude, on proposera des éléments d'une théorie de l'infini, évidemment, puisqu'il n'y aura que ça comme principe réel. Une théorie de l'infinité objective d'abord, puis une théorie de l'infinité subjective. Oui, infinité subjective, ça va être très important, parce que ça va vouloir dire que lorsqu'on traite le monde du côté ou à partir d'une vérité, on ouvre en réalité une tâche infinie. C'est-à-dire que ce n'est pas réductible à une finitude. Une programmation infinie. Et c'est ça qu'on appellera l'infinité subjective du point de vue du travail du vrai. Ensuite, il y aura ce que j'appellerais l'entre-deux-mondes, c'est-à-dire comment une vérité travaille dans un monde, mais en exception à ce monde, et donc elle est toujours dans le registre d'un entre-deux. Dans une version élémentaire et un peu fausse d'ailleurs, mais qui permet de comprendre ce dont il s'agit, ça voudra dire qu'une vérité, c'est toujours à la fois le monde où elle est et l'esquisse ou la promesse d'autre chose. Et qu'elle est toujours à la lisière du monde comme virtualité ou possibilité d'une transformation de ce monde, puisqu'elle est pratique. Cet entre-deux-mondes nous permettra d'examiner à nouveau frais la question très importante de la violence. C'est-à-dire, y a-t-il
et pour quelle raison une violence du vrai. Parce que c'est ça la question véritable de la violence. Hein. La question spéculative importante de la violence, c'est y a-t-il une violence du vrai? La vérité est-elle nécessairement, dans son déploiement en exception, est-elle nécessairement violente? Et de quelle violence s'agit-il? Vous savez, cette question de la violence a fini par devenir un espèce de critère central de l'examen, notamment des vérités politiques. Donc il faut la aborder frontalement et il faut accepter de se demander si ce ne sont pas les vérités elles-mêmes qui sont violentes. Et non pas la question, esquiver ça. Il faut y avoir quand c'est violent, c'est que c'est faux. Quoi, voilà. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y a peut-être, reconnu d'ailleurs de longue date, une violence du vrai. Précisément parce que c'est le chemin d'une exception. Et en tout cas, la vérité peut être intolérante à l'égard des opinions. Ça, c'est peut-être catholicienne pure. L'élément de la vérité n'est pas réductible, il ne se laisse pas dissoudre dans la figure de l'opinion dominante. Et il y a là en tout cas un problème qui pourrait être examiné pour lui-même. Et puis on terminera justement par ce qui concerne la vie digne de ce nom, installée précisément dans les vérités, ce qui nous conduira à un concept particulier de l'éternité, disons-le franchement. Voilà. N'ayons pas peur. Un des buts de tout ça, c'est de sauver l'éternité par des moyens non religieux. L'éternité, ça ne veut pas dire qu'on dure toujours. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va ressusciter avec des petites ailes. L'éternité, c'est une dimension intrinsèque du temps lui-même. C'est une possibilité interne du temps. Voilà, alors c'est ça, c'était pour le rappel stratégique. Du point de vue du matériel, ce dont on va se servir, je voudrais rappeler, parce que ça vous aidera, tout simplement, ça nous aidera, parce que tout ça est après tout public et collectif. Le matériel d'origine, il est disponible à un niveau somme toute élémentaire dans les deux manifestes pour la philosophie que j'ai écrits. Ils ont été écrits pour cela, justement, pour qu'on dispose d'un matériel. Donc, le manifeste pour la philosophie de 89 et le second manifeste pour la philosophie de 2010, l'un et l'autre trouvables. Pour ceux qui aiment les détails, le même matériel est disponible d'une part dans l'être et l'événement et d'autre part dans Logique des mondes. Là, c'est le matériel raffiné. Ici, on va plutôt travailler en gros. Parce que, j'aime autant vous dire que si on travaillait au niveau des détails extrêmes, la question du nouvel infini, ce serait tout de même vraiment une pente un peu raide. Une pente un peu raide. Ça, je le ferai, je ne veux pas revenir sur ce point, dans mon troisième livre, si troisième livre il y a. Voilà. De sorte qu'il y aura à ce moment-là la disposition générale de tout le détail, et évidemment, je me sentirai tenu d'écrire un troisième manifeste, pour qu'il y ait aussi l'élémentaire partout. Et j'aurai le plaisir d'avoir dépassé André Breton, qui, s'agissant du surréalisme, n'a écrit que 2 manifestes. Je serais peut-être le premier dans l'histoire à écrire 3 manifestes. En tout cas, vous chercherez sur Internet qui a écrit 3 manifestes et vous me direz la prochaine fois qui sont mes rivaux à la matière. Enfin, là, je vends un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que ce troisième manifeste n'est pas encore écrit. Voilà. Donc ça, c'est simplement des indications, en quelque sorte, bibliographiques. On ne va pas du tout utiliser tout ça, mais enfin, bon, c'est un peu à l'arrière-plan, puisque, comme vous le voyez, tout ça repose quand même sur un certain type
de théorie des vérités, hein, c'est quand même là la base, et que cette théorie des vérités, on va naturellement en redonner des éléments, mais si vous voulez y voir complètement clair, voilà la bibliographie élémentaire. Alors, simplement, je rappelle que j'ai redistribué la dernière fois ce matériel en 6 points, que je redis très rapidement. Ça, c'est vraiment le concentré, la pilule pénale. D'abord, premier point, la vérité est une construction, un processus. Elle n'est ni une contemplation, ni un jugement. Et qu'en réalité, on introduit d'une certaine manière sa dimension pratique dès le début. La vérité, c'est quelque chose qui procède. Et la connaître, la reconnaître, comme la créer, demeure quelque chose qui est de l'ordre du processus. Ce n'est pas simplement la création, l'invention d'une vérité qui est un processus, mais également le fait de se l'approprier d'une manière ou d'une autre, le fait de la connaître, de la reconnaître, est également de l'ordre de la pratique au sens large. C'est pourquoi je parle couramment de l'existence de procédures de vérité dans mon jargon propre. Il y a des procédures de vérité et c'est cela qui est l'être propre des vérités. En particulier, il est tout à fait fallacieux de réduire vérité à une norme du jugement. J'insiste sur ce point. On peut dire que des jugements sont exacts, on peut dire que des jugements sont véridiques, je emploie quelquefois ce mot, mais vérité n'est pas réductible à l'ordre du jugement. Les vérités, ça peut être des théories, des théorèmes, bien sûr, dans le domaine de la science, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des phénomènes politiques, des révolutions, etc. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Et en tout cas, ça n'est jamais réductible à la question de l'exactitude d'un jugement. En réalité, l'exactitude d'un jugement est tout au plus un effet dérivé et lointain de l'existence effective d'une procédure de vérité. Et ça relèvera de ce qu'on appellera le savoir. Le savoir, c'est des retombées qui peuvent être, eux, dans la forme du jugement, d'une procédure de vérité véritable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce processus a son origine dans une coupure hasardeuse, imprévisible. Donc, il y a un élément de hasard dans toute création de vérité. C'est ce que j'appelle un événement. Et un événement est originaire dans la possibilité même d'un processus de vérité. Je redis, parce que c'est une évidence, que c'est inévitable si vérité a un statut d'exception immanente. Si une vérité est une exception immanente, elle ne peut pas résulter directement des lois du monde dans lequel elle procède. Il faut que quelque chose ait été interrompu, que quelque chose ait été coupé en un point, pour que embraye, se déploie la possibilité de la construction d'une vérité. C'est ce qu'on appelle, moi dans mon lexique, j'appelle un événement. C'est cette coupure hasardeuse qui rend possible la construction d'une vérité. Jamais nécessaire, mais possible. Troisième point, ce processus détermine un sujet. Autrement dit, s'il y a procédure de vérité, à partir d'un événement, il y a organiquement un sujet de la procédure. Le sujet étant conçu, ça on y reviendra, c'est une question compliquée, mais le sujet a deux statuts, hein, il a deux figures. D'abord, on peut le considérer comme un point local de la procédure de vérité, un peu comme une différentielle, comme ça. Un point qui est la différence active, interne à la procédure de vérité.
Ça, c'est son statut local. Et puis, globalement, le sujet, c'est un principe d'orientation de la procédure. Donc, sujet se dit localement comme point de la procédure et globalement comme orientation de la procédure. On peut dire que la première définition est algébrique et que la deuxième est topologique, si vous voulez, métaphore mathématique. Mais le sujet est toujours à la fois les deux. Il est toujours à la fois localisé dans la procédure, c'est-à-dire vous êtes un acteur de la procédure, un des acteurs de la procédure, et puis il est par ailleurs aussi constitutivement l'orientation, la possibilité d'orientation de la procédure dans son ensemble. C'est bien ce qui fait l'équivoque classique de la notion de sujet. Vous savez que sujet a cette étrangeté sémantique de pouvoir désigner simultanément la passivité et l'activité. Et ça, c'est une énigme spéciale de ce mot. C'est-à-dire sujet, vous pouvez être le sujet du roi, hein, c'est-à-dire celui qui doit obéir. Et puis au contraire, sujet au sens cartésien, c'est l'origine, la matrice de la pensée et de l'action. Donc sujet est peut-être le mot de la langue le plus expressément dialectique. C'est-à-dire le plus expressément tendu entre deux acceptions absolument contradictoires. Soit la source même de l'action, soit l'obéissance. C'est tout à fait frappant. Là, la sémantique, la langue dit quelque chose de tout à fait remarquable. Et en effet, il faut accepter cette double dimension en la projetant sur la distinction que je propose, c'est que sujet peut simplement vouloir dire en quelque façon la matière de la procédure, ce qui constitue le corps réel d'une vérité. Finalement, ce sont des sujets, ce sont des gens, ce sont des individus, ce sont des artistes, ce sont tout ce que vous voulez, mais en fait, ce sont des points subjectifs qui constituent la procédure. Ou bien ça peut être quelque chose qui désigne l'orientation créatrice générale de la procédure. Donc sujet, c'est ce qui, au regard d'une vérité, peut être appréhendé dans une espèce d'interchangeabilité entre activité et passivité. Ça a donné lieu à des discussions infinies à propos du militant comme sujet politique, ça. Et est-ce que le militant, c'est celui qui obéit au parti, disons-le grossièrement comme ça? Est-ce que c'est celui qui obéit au parti ou est-ce que c'est celui qui est une des composantes de l'orientation de la ligne du parti? Est-ce que le sujet, c'est celui qui détermine l'orientation générale ou est-ce que c'est celui qui en est l'exécutant obéissant? On n'a jamais pu se tirer de cette affaire. On n'a jamais pu pas s'en tirer parce que c'est les deux, justement. C'est les deux, c'est ça le problème. Alors vous pouvez majorer l'un, minorer l'autre, articuler comme vous voulez. En définitive, il faudra toujours simultanément décider et obéir. Voilà. Et c'est à quoi il est difficile de se résigner. Mais néanmoins, nous verrons qu'il y a ça des raisons absolument profondes. C'est que le processus d'une vérité en tant qu'exception immanente requiert l'immanence et l'exception. Ce qui veut dire en réalité qu'il va toujours être, alors là je prends des images un peu fortes, il va être toujours un mixte, bien reconnu d'ailleurs dans l'histoire et dans l'épopée, un mixte d'héroïsme et d'obéissance. Et combien de poèmes, combien d'œuvres de tous ordres ont essayé de présenter cette tension. Et c'est ce moment où la discipline est en réalité non pas une obéissance passive, mais une espèce d'obéissance active. C'est-à-dire où la passivité est indistincte de l'activité.
toute procédure va donc être... ça se voit particulièrement à petit, mais en réalité ça se voit partout. Hein. Ça se voit partout. Dans la création artistique, c'est la même chose. Et dans la création scientifique, n'en parlons pas. Lorsque vous faites une démonstration mathématique, est-ce que vous êtes en train de créer ou d'obéir? En un certain sens, c'est l'obéissance la plus radicale qui soit. Il faut obéir aux lois de la logique, il faut enchaîner les propositions. Voilà. Donc vous êtes... Mais en même temps, ça peut être une invention extraordinaire, une activité extraordinaire. Donc c'est pas simplement... En politique, ce qu'on peut dire, c'est que quand on tire du côté de l'obéissance, on tire du côté d'une militarisation. Et c'est peut-être nécessaire, ça. Comme dit le règlement militaire, la discipline fait la force principale des armées. Pourquoi elle doit être absolue? Et puis si vous tirez de l'autre côté, alors vous allez plutôt tirer du côté de ce qu'on appellerait la démocratie créatrice. C'est-à-dire la puissance de décision d'une assemblée, d'une réunion, d'une assemblée, d'une manifestation, qui va être disciplinée au sens où elle est collectivement créatrice de la situation nouvelle. Alors on voudrait bien qu'il y ait l'un sans l'autre. Si vous êtes un fasciste borné, vous préférez la militarisation intégrale. Si vous êtes un révolutionnaire spontanéiste, vous préférez la création continue. En vérité, ce que nous essaierons de voir, c'est qu'il y a obligatoirement les deux. Et qu'après, évidemment, les ajustements tactiques entre les deux, c'est des problèmes d'une complication extraordinaire. Et qui ont des conséquences, évidemment, redoutables. Et ça, c'est à cause de ce que c'est qu'un sujet. J'insiste sur ce point. C'est vraiment à cause de ce que c'est que le sujet d'une vérité. Alors, c'était le troisième point. Le quatrième point, alors, la construction du processus est universelle. Alors, le produit de tout ça est universel. C'est-à-dire ayant valeur dans des mondes différents. Dans des mondes différents, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Alors là, nous verrons, ça pose des questions du rapport de l'exception à l'immanence. Parce que vous voyez bien que si quelque chose peut durer et être compris dans une époque entièrement différente du moment où ça a été fait, eh bien c'est qu'elle était en exception. Parce que si elle avait été complètement collée à son époque, on ne la comprendrait même plus. Ça ne nous intéresserait pas. Voilà. Mais si on la comprend, et si elle est encore active, si elle est intelligible, c'est qu'il y avait en elle une puissance d'exception. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas immanente. Alors, et tragédie grecque, c'est une tragédie grecque, voilà, absolument. C'est écrit en grec, ça remue la mythologie grecque, ça traite les questions politiques de l'époque, etc., etc. Donc c'est immanent au monde grec, naturellement. Et cependant, le fait que vous puissiez la jouer maintenant et enthousiasmer les gens avec ça, eh bien ça prouve que ce n'était pas réductible à l'anthropologie grecque. Ça, ça y était entièrement dedans, mais il y avait quelque chose qui était en exception de cette intériorité et qui fait que c'est intelligible sans avoir les ingrédients de cette intériorité. Et alors quelqu'un peut être touché par ça sans rien connaître et rien comprendre à l'anthropologie grecque. Voilà. Donc c'est le matériel est immanent, mais la puissance est celle de l'exception. C'est ça l'universalité. Quelque chose est universel quand il conquiert ce statut. Alors c'est vrai des éléments d'Euclide en mathématiques, c'est vrai des tragédies grecques, c'est vrai du roman japonais, le Dibu Genji, c'est vrai des expériences, c'est vrai de la révolte des esclaves sous la direction de Spartacus, c'est vrai de beaucoup de choses. Mais si vous les regardez une par une, vous verrez qu'elles ont toutes le trait commun que ce qui fait que leur activité demeure, et je dirais même qu'elles peuvent être ressuscitées dans un monde différent, c'est précisément leur statut d'exception, immanente. Parce que si elles n'étaient pas immanentes, elles n'existeraient pas.
elles n'auraient pas de matière du tout. Donc c'est une universalité réelle. Comme dit Hegel, c'est un universel concret. C'est-à-dire ce sont des choses réelles. Ce qui est universel, là aussi ce ne sont pas des jugements, hein, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des productions réelles. Ce sont des objets, des œuvres d'art, des processus politiques, des théories scientifiques, et puis des amours exceptionnels. Comme Héloïse et Abélard, ou Tristan et Iseult. Voilà. Et ça traverse les siècles, tout le monde comprend. Et même quand on lit un poème de Sappho, par exemple, eh ben c'est du grec tarabiscoté, et ça a puissance aujourd'hui. Ça a puissance aujourd'hui. Ça a puissance pourquoi? Puissance parce qu'il y a une universalité de l'amour, voilà, c'est tout. Et cette universalité, elle est dite, là, elle est proférée dans le poème de Sappho, ou dans d'autres poèmes lyriques chinois ou esquimaux. Hein. Elle est proférée dans des conditions qui collent complètement à l'anthropologie de ces peuples, et qui néanmoins est suffisamment en exception pour que ça nous touche de plein fouet dans l'universalité de son existence. Alors ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, ce processus est infini. C'est-à-dire, il est en un certain sens toujours inachevé. D'une part, et d'autre part, il est infini intrinsèquement. Alors là aussi, il y aura une infinité affirmative, effective, et une infinité d'inachèvement. Alors ça veut dire ça qu'une vérité, ça existe, mais ça peut toujours être complété, ou avoir d'autres conséquences que celles qui ont été déjà établies. Et l'universalité de la vérité, c'est une universalité ouverte. Et une des preuves de l'universalité, c'est cette ouverture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir reprendre la question là où elle a été laissée et trouver des conséquences qui n'avaient pas été inscrites dans le mouvement de création de cette vérité. C'est-à-dire que la résurrection d'une vérité est toujours aussi sa recréation, en un sens. C'est exactement ce que fait un metteur en scène. Lorsqu'il monte une pièce ancienne, et il s'installe dans la vérité de cette pièce, dans son universalité, sinon ça n'a aucun intérêt pour personne, mais il la reconstitue, il la reconfigure, il la réadresse. Il y trouve nécessairement des choses, du côté de l'exception, qui n'avaient pas été perçues. Donc, il continue le processus de vérité. Il le continue. Et ça, dans l'ordre de l'art, toute interprétation est aussi une continuation, qui atteste l'universalité. Mais évidemment, dans la science, c'est flagrant. Il y a des résurrections et des continuations spectaculaires. L'exemple que je prends le plus souvent, c'est l'œuvre d'Archimède, qui est restée incompréhensible pendant des siècles, qui a ressuscité au XVIe, XVIIe siècle, de telle sorte qu'elle a relancé la mathématique dans une direction entièrement novatrice. Cependant, c'était bien c'était le texte d'Archimède. Et l'exemple politique fourmille. Vous pouvez penser que quelque chose comme une vérité politique neuve a été touchée et élaborée dans la Commune de Paris, par exemple. Parce que pour la première fois, il y a eu une insurrection ouvrière victorieuse, qu'il y a eu un programme de politique populaire, qu'il y a eu tout ce que vous voulez. Après quoi, ça a été écrasé, mais tous les révolutionnaires après méditent le bilan de la Commune de Paris, jusqu'à aujourd'hui inclus, et le discutent pour le prolonger et en tirer les leçons universelles dans des configurations ou dans des contextes complètement différents. Et ça, c'est l'infinité de l'universalité. C'est-à-dire quelque chose qui est infini. Et donc qui est aussi à continuer, qui se propose comme à continuer, à reprendre, à déployer. Et enfin, le dernier point, le sixième point, je me rappelle, c'était que je propose de dire, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y a 4 types de vérité.
les vérités scientifiques, les vérités artistiques, les vérités politiques et les vérités d'amour. Si bien que non seulement il ne faut pas dire la vérité, mais les vérités, ça c'est très important, il n'y a pas la vérité. Il y a éventuellement un concept de vérité, c'est une œuvre philosophique, mais il n'y a pas la vérité nulle part. Il y a des vérités. Donc, il y a un pluriel des vérités, un pluriel constitutif des vérités, et de surcroît, il y a différentes catégories de vérités, différents registres des vérités, de sorte que cette pluralité est une double pluralité. Voilà pour le matériel. Et alors, troisièmement, le moment tactique. Alors, le moment tactique, je vous l'ai dit, il faut critiquer, il faut commencer par une critique des évidences de l'expérience. C'est-à-dire une critique des fondements de la finitude, de la thèse philosophique de la finitude de l'expérience humaine. Alors pourquoi il faut commencer comme ça? Eh bien, il faut commencer comme ça parce que sinon on n'a pas d'espace pour la théorie des procédures de vérité. Et si on admet la théorie de l'évidence de l'expérience, si on admet la thèse selon laquelle la connaissance humaine commence et est bornée par l'expérience, alors rien ne peut faire exception. Évidemment. Ce n'est que dans l'élément de l'infinité que la notion d'exception va pouvoir fonctionner. Parce que vous n'aurez pas la clôture de l'expérience pour la rendre impossible. On peut donc dire qu'une tâche fondamentale de la philosophie ainsi conçue, sur laquelle je ne vais pas m'attarder indéfiniment, mais c'est quand même la critique de l'empirisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre ici par empirisme? Il faut entendre par empirisme l'idée qu'on doit tout fonder sur une passivité primordiale. C'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire, antérieurement à tout, il y a une passivité primordiale qui est, au fond, comme une cumulation des effets de l'extérieur, après quoi il y a leur tri, leur transformation, etc. Mais il y a une passivité primordiale. Et s'il y a une passivité primordiale, elle va borner, contenir l'ensemble de ce qui en découle, fût-ce par des transformations constituantes. Empirisme, c'est donc pas simplement le fait que les choses viennent par les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc. C'est une modulation, mais c'est l'idée que tout ce qui dépend de la capacité humaine primordiale, y compris la capacité de création, de développement, etc., doit être référé et déterminé au niveau d'une passivité primordiale, d'une capacité passive, si l'on peut dire, que Kant a parfaitement nommé la réceptivité. C'est-à-dire le terme constitutif de toute chose, c'est une réceptivité. Et alors on appellera empirisme le développement philosophique des conséquences de la réceptivité comme faculté première, qui, comme vous le savez, devient chez Kant, après que tout commence par l'expérience. On peut dire que le concept clé de l'empirisme, c'est bien expérience, naturellement, mais finalement, c'est réceptivité. Et que la lignée philosophique empiriste, qui déploie les différentes formes de réceptivité, conduit nécessairement à une théorie fondamentale de la limitation
des capacités humaines. Il y a une limitation primordiale de la capacité humaine, limitation pratique et cognitive, et c'est pourquoi le thème empiriste majeur, malgré tout, est celui des limites de la raison, dès lors que la raison s'aventure au-delà, ou prétend s'aventurer au-delà de la réceptivité première. Comme dira Kant, quand la raison s'aventure au-delà de ses limites, c'est qu'elle a décollé de son socle d'expérience, qui est quand même constitutif en tant que réceptivité primordiale de la possibilité de la connaissance. Alors vous voyez, c'est pour ça, et là, dans cette vision-là, la finitude est une détermination absolue. Et la finitude, c'est ontologiquement constitutive de la limitation des capacités humaines. Et alors, il y a toute une lignée philosophique empiriste. Et de ce point de vue-là, je crois que la contradiction fondamentale de la philosophie n'est pas entre matérialisme et idéalisme. Là, je vais m'en prendre à des aspects de la doctrine de mon maître Althusser. Bien sûr, la contradiction entre matérialisme et idéalisme, mais antérieurement à la question du matérialisme et de l'idéalisme, il y a cette question de savoir s'il y a une réceptivité fondamentale qui induit un procédure de limitation essentielle de la capacité à la fois cognitive et pratique de l'humanité en général. Et c'est pourquoi je pense, moi, que la contradiction fondamentale de la philosophie est entre empirisme et dialectique. Bien plutôt qu'entre matérialisme et idéalisme. Matérialisme et idéalisme traversant les deux, d'un certain point de vue, étant une contradiction dérivée. Mais la contradiction première, c'est entre empirisme et dialectique, avec la conviction que dans la tradition empiriste, il y a une réceptivité primordiale, une passivité première, et par conséquent un principe de limitation. C'est pour ça que cette lignée est essentiellement une lignée critique de ce qui veut outrepasser la limitation. Ça donnera comme critique du dogmatisme. dont le nom propre a toujours été Platon. Il a toujours été le dogmatique de service. Pour tous les empiristes, sceptiques et limitateurs de la Terre entière, y compris ceux qui étaient marxistes, révolutionnaires, tout ça, ils se sont toujours pris à lui, parce qu'il était précisément celui qui, originairement, n'a pas accepté la limitation primordiale, la réceptivité première. Et donc n'a pas accepté, à vrai dire, le motif de la finitude ainsi compris. Et puis, ça c'est la lignée empiriste, puis la lignée dialectique. Dans la lignée dialectique, le concept clé n'est pas du tout celui de réceptivité. Dans la lignée dialectique, le concept clé a plusieurs noms. On peut dire que c'est la production, la construction, la création. Et ce qui récapitule tout ça, et là nous restons dans le domaine des Allemands, projection allemande de la philosophie, c'est le concept hegelien de Aufhebung. Alors Aufhebung, surmonter, Derrida proposait relever, Hippolyte l'avait traduit par dépasser, dépassement. En réalité, je pense que ce sont tous les concepts qui tournent autour de l'idée de outrepassement, effectivement. Passer outre. Franchir. Franchissement. Et alors, franchir quoi? Eh bien, franchir la limite, naturellement. C'est-à-dire, évidemment, là, on a une pensée
qui affirme qu'il n'y a pas de limitation intrinsèque, et que toute limitation est déplaçable, qu'on peut outrepasser toute limitation, parce que précisément nous ne sommes pas liés ou construits à partir d'une réceptivité ou d'une passivité première. En fait, nous sommes construits à partir d'une possibilité d'outrepassement, précisément. Et nous pouvons être, quelles que soient les limitations, nous pouvons trouver le chemin d'une sortie. Parfaitement récapituler tout ça dans l'allégorie platonicienne de la caverne. Commencer à penser, c'est pas du tout accepter et inspecter les limitations. C'est comme si, voilà, vous faites le plan de la caverne. Et puis vous voyez qu'il n'y a pas de trou, quoi. Et vous dites, on ne peut pas sortir. C'est ça l'empirisme. L'empirisme est cavernicole. Et alors, et au fond, c'est un choix. C'est un choix. Alors, on va aménager la caverne au mieux, quoi. On va voir si on ne peut pas allumer quelques bougies par-ci, par-là. Et, vous voyez, la lignée philosophique va être la lignée qui dit, bon, ben, rendez-vous compte, prenez conscience que vous êtes dans la caverne. Mais chez Platon, le geste fondamental n'est pas de prendre conscience qu'on est dans la caverne, le geste fondamental, c'est d'en sortir. Et ça, il le dit expressément. En plus, il dit même, ça, nous retrouverons ce point-là au propos de la violence, il dit qu'on peut sortir que forcé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spontanéité de la sortie. Ce qui veut dire que spontanément, tout le monde est empiriste. Hein? Il vaut mieux faire avec ce qu'il y a. Hein? C'est bien vrai, souvent. Un dicton de prudence, on s'y conforme tous plus ou moins à de nombreux moments. Hein? Mais vous voyez, l'empirisme, c'est quand même le propos philosophique qui dit nous allons, notre lucidité fondamentale, c'est de comprendre que nous avons une réceptivité passive première qui fait que nous ne pouvons pas outrepasser ce qui est prescrit par cette limitation. Donc il n'y a pas de dialectique. Si la dialectique, c'est toujours le mouvement de franchissement. C'est toujours le moment où on a trouvé une sortie dans le protocole de limitation auquel on voulait nous assigner. Et alors, vous voyez évidemment que dès lors, l'infini au sens strict est crucial. Parce que, évidemment, l'outrepassement suppose un espace d'outrepassement qui n'est pas, lui, saisi par la limite. Vous ne pouvez outrepasser que si l'espace de l'outrepassement peut s'ouvrir. Et donc, toute intériorité impose une extériorité. C'est-à-dire que toute intériorité n'est pas une clôture définitive, sinon on reviendrait à l'hypothèse empiriste d'une limitation constitutive. Mais quelles que soient les figures extrêmement variées de la clôture, il y a un principe d'ouverture possible, ce qui revient à dire que toute situation est en réalité infinie. Toute situation est infinie. Elle est infinie du point de vue de l'outrepassement de sa limitation immédiate. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de limitation, naturellement, elle est là, mais du point de vue de la possibilité de l'outrepassement de la limitation, l'infini est requis. Alors, je pense que ça, c'est une opposition fondamentale. Je pense qu'elle est donnée dès le début par l'opposition entre Platon et Aristote, et qu'on n'en sort pas. Chez Aristote, tout est bouclé, voilà, il y a la matière première, alors la passivité, elle est là, ce qui existe, c'est toujours une information située de la passivité matérielle première. Alors évidemment, à la fin, il y a un acte pur, mais lui, il est lui-même la clé du monde, fermée, etc. Alors il y a juste un texte obscur dans le Péripsuchès qui tout d'un coup est introduit l'intellect agent chez Aristote. Alors ça, c'est le point de fuite d'Aristote. D'ailleurs, c'est le texte le plus commenté de l'histoire de la philosophie, parce que personne n'y a jamais rien compris. Il a donc fallu entièrement reconstruire sa compréhension, sa signification.
Et évidemment, les gens qui ont été les meilleurs pour interpréter l'intellect d'Aristote, c'est les platoniciens. Parce qu'ils s'y retrouvaient là, voilà. Là, il y avait quelque chose qui induisait un dépassement énigmatique, et qui était comme une communication entre l'esprit fini et l'esprit divin, quelque chose comme ça. Théologiquement, ça pouvait prendre un sens. Mais, en dehors de ce texte, que j'ai toujours attribué personnellement à un élève d'Aristote qui n'avait pas compris ce qu'Aristote racontait. Comme vous savez, ce qu'on a comme texte d'Aristote, c'est des notes de cours. Alors, on peut pas. Alors là, vraiment, je pense que le gars, peut-être d'ailleurs marqué par un enseignement platonicien mal digéré, a pris des notes de travers et que finalement, après, il a donné de quoi travailler pendant des siècles à des philosophes. Moi-même, quand j'ai passé l'agrégation, il y avait Aristote au programme, et puis tout le monde planchait sur cette diable d'intellect agent. Vous avez beau scruter le texte grec, c'est une énigme intrinsèque, il n'y a rien à faire, ça ne colle là avec rien. C'est splendide. C'est une sortie involontaire. Aristote, tel qu'un de ses étudiants lui a flanqué une sortie dont il ne voulait pas. Parce que là, il y a un outrepassement. On sent bien que dans cet intellect agent, il y a un outrepassement. C'est-à-dire que l'intellect agent, c'est le moment où l'esprit humain est animé d'une espèce de flamme créatrice intérieure qui probablement vient d'une transcendance. Donc on voit bien, il y a une espèce d'infinité latente qui s'introduit parce que les cloisonnements aristotéliciens sont là désorganisés. Ponctuellement, mais très ponctuellement, c'est un tout petit texte. Ça a une page. À mon avis, l'étudiant a pris des notes très concentrées. Alors, tout le monde est là. Alors voilà, et voyez-vous, je pense vraiment que cette opposition entre, finalement, la tradition qu'on peut appeler empiriste, celle qui renvoie tout à l'expérience, et puis la tradition dialectique, c'est-à-dire celle pour qui ce qui compte, c'est la sortie, en réalité, c'est l'outrepassement, c'est une distinction, en un certain sens, plus fondamentale et plus active, aussi plus intéressante que l'opposition entre matérialisme et idéalisme. L'opposition entre matérialisme et idéalisme qui, en un certain sens, assume d'emblée ce qu'elle combat. C'est-à-dire, si vous opposez matérialisme et idéalisme, c'est que vous avez déjà admis qu'il y a la matière et l'idée, et alors vous définissez l'idéalisme par le primat de l'idée sur la matière, et le matérialisme par le primat de la matière sur l'idée, mais en fin de compte, on tourne en rond quand même dans cette affaire, vous voyez bien. C'est-à-dire que si vous faites un matérialisme conséquent, il faut penser que l'esprit lui-même n'est qu'une catégorie de la matière, à ce moment-là, il n'y a pas l'opposition entre la matière et la matière. Par contre, sur empirisme et dialectique, on voit vraiment l'opposition. Et on voit en quoi ce sont des orientations de pensée, de vraies orientations de pensée, qui traversent les siècles. Et encore aujourd'hui, quand on oppose la philosophie dominante dans le monde anglo-saxon à la philosophie continentale, etc., si on regarde de près, c'est ça. C'est l'opposition entre empirisme et dialecticité. D'ailleurs, c'est la question des limites, des limitations, de la sortie. Et le propos sera toujours que l'opposition empirisme-dogmatisme et l'opposition dialectique aux limitations considérées comme extérieures et oppressives infligées par l'empirisme à la pensée philosophique. En définitive, vous voyez aussi que c'est finitude et infini. Les deux questions sont profondément liées. Alors, sur ce point, je voudrais indiquer que l'empirisme est probablement identifiable dans le champ de la politique comme adversaire. Comme l'adversaire des vérités de type révolutionnaire ou transformatrice radicale, appelez comme vous voulez. Parce que, en politique, l'empirisme, ça consiste à dire que la réalité est ce que nous devons recevoir, effectivement. Et ce à quoi nous devons nous plier. Il n'y a que la leçon, la réalité, ce qui nous donne toujours la leçon. Là, vous êtes, le peuple français est appelé, le peuple grec, n'en parlons pas, il est appelé à accepter la dure leçon des réalités. Ça, c'est typiquement empirique. C'est-à-dire que, au fond, les malheureux grecs ont été des dogmatiques de la dépense.
ils ont pensé qu'on pouvait, la dépense, passer outre, hein, que ça passait outre les limites budgétaires, constitutionnelles, etc. C'est vrai qu'il y a un geste typiquement dialectique, c'est de jeter l'argent par la fenêtre. On peut le dire comme ça. Et au fond, c'est quand même l'usage le plus libre qui soit de l'argent. Je sais bien, tout le monde rêve de pouvoir le jeter par la fenêtre, d'acheter des choses inutiles, de le donner à ses amis, etc. C'est quand même ça qui donne un peu de sens à cette existence déplorable de la monnaie. Alors si en plus vous appliquez alors attention, la monnaie c'est d'abord les limitations absolues, l'économie draconienne, l'épargne, etc., etc. On est dans un empirisme extrêmement triste. J'approuve les peuples un peu méridionaux, qui ont considéré que ce n'était pas un usage de la monnaie vraiment défendable, ça. L'usage de la monnaie, c'est la dépense. Voilà. Alors après, on leur dit, oui, vous avez dépensé ce que vous n'aviez pas. Ben, à Oufeboum. Donc les Grecs ont été des dialecticiens du capitalisme, et ça prouve bien pas que le capitalisme est lui d'un empirisme absolu. Il y a la clôture et sa norme, voilà. Et donc c'est un adversaire politique donc profond, c'est la doctrine politique. Là aussi, c'est pas tellement les idéologies conservatrices, bien sûr, que chacun se tienne à sa place, etc. Oui, d'accord. Mais fondamentalement, c'est surtout, il y a une réceptivité première avec laquelle vous devez composer dans votre rapport à la réalité, qui est la réalité financière, économique, productive, etc. Et vous devez être, en fait, le petit soldat de cette limitation. C'est ça qui est demandé. C'est ça qui est demandé. Et c'est pour ça que ça a toujours, à la fin des fins, une allure disciplinaire. Il faut être dans la discipline. Pas du tout la discipline de l'action, là, c'est la discipline de la réceptivité. Et les réactionnaires ont toujours expliqué partout qu'on n'a pas encore fait assez pour rester dans les limitations prescrites de cette réceptivité primordiale, qui est que la réalité est ce qui nous est infligé. Voilà. Et vous remarquerez que réforme, c'est toujours ça. Réforme, c'est serrer encore plus la réceptivité. C'est jamais ouvrir les choses. Voilà. Personne ne dit, j'ai comme programme de réforme de dépenser tout ce qu'on a et au-delà. Ils rivalisent tous pour dire, non, vous allez voir, là, je vais serrer encore, les Français vont me comprendre, ils vont être dans une réceptivité totale, ils vont se serrer à la ceinture, ils ne vont plus dépenser un seul sou pour rien. Mais alors, vous voyez bien que c'est une philosophie, ça aussi. Enfin, ça se présente aussi comme une philosophie. Et vraiment, c'est une tradition empiriste caractérisée. Alors qu'évidemment, on sait très bien que du côté de la pensée révolutionnaire, et quels que soient ses errements, c'est l'outrepassement qui est à l'ordre du jour, évidemment. C'est l'affirmation qu'on ne se laissera pas enclore dans la limitation absolue d'une réceptivité supposée naturelle. Parce qu'en plus, naturellement, cette pensée réactionnaire se présente comme un effet de nature, puisqu'elle n'est pas dialectique, elle est nécessairement réceptive. Et donc, si elle est réceptive, c'est qu'à la fin des fins, elle est naturelle. Alors, la thèse que le capitalisme est naturel est une thèse fondamentale de l'argumentaire capitalisme. Tout le reste est rejeté du côté de ce qui est artificiel, utopique, et donc en réalité infini. Donc là, on voit ressortir la finitude dans la forme précisément des leçons que nous inflige la réalité. Et alors, au fond, alors on voit bien que la pensée dialectique commence avec l'affirmation que ce n'est pas la réceptivité qui est première. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des équivoques sur le matérialisme, parce qu'il y a toujours eu une interprétation empiriste de matérialisme. Et ça, c'est très important de distinguer le matérialisme, qui peut très bien être un matérialisme au sens où on ne croit pas qu'il y ait des génies, des dieux, etc. Mais empirisme et matérialisme, ce n'est pas la même chose. Et le terme premier dans la pensée matérialiste dialectique, ce n'est pas du tout le terme de réceptivité et d'expérience. Le terme premier, c'est le terme de pratique. Ça, c'est très important.
de la pratique. La pratique. Alors, que veut dire pratique? À mon sens, ça veut dire que la finitude des conditions de l'action, hein, qu'on reconnaîtra, la finitude des conditions objectives, admet le développement d'une exception immanente. C'est ça que ça veut dire. On va reconnaître qu'il y a des conditions objectives. Sinon, naturellement, on est en effet un utopiste. On va reconnaître qu'il y a des conditions objectives, mais on va reconnaître que, examiné du point de vue de la pratique, et pas du point de vue de la réceptivité, ces conditions objectives n'interdisent pas le développement d'une exception immanente, c'est-à-dire le développement d'une vérité politique d'un autre ordre. Et alors, pratique, de ce point de vue-là, c'est le nom de ce qui fait origine dans les procédures de vérité politique. La pratique n'est pas une conséquence seconde, c'est le bâti matériel de l'action politique elle-même, et qui s'oppose précisément à la réceptivité empiriste. Et alors, celui qui a le plus insisté là-dessus, c'est lui. Petit livre rouge. Il est très petit, d'ailleurs. Alors, voilà une saine lecture. C'est tiré de la guerre prolongée, un texte de 38, très fameux. Il dit ceci: vous allez voir le mouvement qui tord la question des conditions objectives du côté de leur outrepassement, de leur possible outrepassement, bien que ce soit des conditions objectives. Ah, il dit, ceux qui dirigent la guerre, il était en pleine guerre, hein, ceux qui dirigent la guerre ne peuvent s'attendre à remporter la victoire en sortant du cadre défini par les conditions objectives. Vous voyez, le terme, là, il semble dire on ne sort pas. On ne sort pas du cadre fixé par les conditions objectives. Mais, ils peuvent et ils doivent s'efforcer de remporter la victoire par leur action consciente dans ce cadre même. Ça, c'est l'exception immanente. Absolument. On est dans le cadre lui-même, mais on est dans les conditions objectives, mais on peut remporter la victoire, ce qui veut dire faire ce que ces conditions objectives interdisent, évidemment, dans le cadre même. Et alors après, il va prendre une métaphore théâtrale qui vient exactement à la place de la métaphore de la caverne. La scène où se déroulent leurs activités est bâtie sur ce qui est permis par les conditions objectives. Mais ils peuvent, sur cette scène, conduire des actions magnifiques d'une grandeur épique. Voilà, alors ce qu'il nous dit là, c'est exactement ce que c'est que la dialecticité dans ce texte magnifique, lui aussi, c'est-à-dire que l'épopée, qui est par excellence la figure théâtrale de l'outrepassement, l'épopée n'est pas du tout quelque chose qui se situe hors du cadre et de l'immanence de la situation, mais elle en est l'outrepassement interne. On est sur la même scène, et sur cette scène-là, il est possible de réaliser des actions d'une grandeur épique. Et là, vous voyez, ce que nous dit ce texte de Mao, il vient, c'est le mouvement général de ce que je suis en train de raconter, il y a quelque chose, le bâti, sur la scène sur laquelle tout ça est bâti, le bâti de l'action est fini en un certain sens. Il y a une finitude du bâti, on viendra. Comment il peut y avoir ce fini? Il y a une finitude du bâti, appelée les conditions objectives. Mais le bâti, nous verrons, c'est un résultat historique transitoire. C'est-à-dire c'est un résultat. C'est une thèse que je développerai longuement.
tout ce qui est fini n'est jamais qu'un résultat. Le fini n'est nullement jamais premier. Le fini n'est jamais qu'un résultat, et un résultat transitoire. Contrairement aux vérités, qui sont des résultats éternels, ce sont des résultats transitoires. Alors les conditions objectives, c'est ce résultat transitoire qui est le bâti de la scène sur laquelle l'action va avoir lieu. Donc le bâti est fini, oui, la scène est finie, mais l'action ne l'est pas. Ce n'est pas parce que la scène de l'action est finie que l'action elle-même est finie. Elle est au contraire principiellement infinie. Et c'est bien pour ça que cette infinitude de l'action peut se situer sur la finitude de la scène comme outrepassement. La métaphore du théâtre est excellente. C'est bien vrai que la scène, c'est fini. Mais c'est bien vrai aussi que ce qui est joué sur la scène, ce qui peut être joué sur la scène, est infini. Ça, le théâtre continue, la scène peut être invariable. La clôture de la scène ne détermine pas la finitude de l'action scénique. Donc la métaphore de Mao est excellente, comme toujours d'ailleurs. Et elle indique un rapport, en effet dialectique, entre la finitude matérielle du cadre et le fait que l'action, un certain type d'action qui a lieu dans ce cadre, dispose des potentialités infinies, comme naturellement l'histoire du théâtre l'a amplement démontré. Alors voilà, et tout ça nous enjoint donc de faire une critique radicale de la finitude en tant que postulat de l'empirisme. Il y a d'autres textes de Mao où il condamne expressément l'empirisme comme en réalité une des variantes de ce qu'il appelle le libéralisme, des variantes de ce qui rend impossible la figure de l'outrepassement, comme une figure en réalité essentiellement conservatrice. Et c'est ça que je vous ai indiqué, dans tous les domaines, l'empirisme est la doctrine philosophique fondamentale de la conservation. Alors, ça, c'était des éléments de critique politique de l'empirisme, mais je voudrais en venir maintenant à ce que j'appellerais la critique poétique de la finitude. Critique poétique de la finitude qui va prendre appui sur les deux textes qui ont été distribués. Alors, ces deux textes ont à peu près un siècle d'écart. Un peu moins, en gros c'est ça. C'est un écart d'un siècle entre le milieu du 19e et le milieu du 20e, avec quelques décalages. C'est-à-dire, ce sont deux critiques poétiques de la finitude qui concernent ce qu'on peut appeler l'époque de la modernité. La modernité. Métropole crue moderne. La modernité, vous savez, c'est un concept de Baudelaire. Traditionnellement, dans Benjamin, dans d'autres, on attribue à Baudelaire l'invention de la subjectivité moderne, de la conscience de modernité, de la naissance subjective du monde moderne, de la conviction qu'on habite un monde qui est vraiment plus le monde ancien. Et nous trouvons ça chez Rimbaud, la métropole crue moderne. Alors, la modernité, c'est quoi, finalement? Alors là, c'est assez difficile à penser autrement que dans une vision un peu géante de l'histoire. Permettez-moi d'être hegelien pendant quelques instants. Je crois qu'on peut dire que l'histoire de l'humanité, vue alors de façon tout à fait objective, est une histoire qui comporte trois époques. Pas plus que ça, pas plus que trois. Je pense que l'histoire de l'humanité se compose de trois étapes objectives fondamentales et que modernité, en effet, est susceptible de désigner la troisième. D'abord, pendant des milliers d'années, l'humanité, ce sont des petits groupes nomades de chasseurs et de cueilleurs de... C'est le gros de notre histoire. Ça dure peut-être
80 000 ans, on ne sait pas très bien. On a des traces et des souvenirs de ça remontant à 30 000, 40 000, 50 000. C'est donc à une échelle, il faut bien se rendre compte que dans l'histoire de l'humanité, c'est le tronc commun massif, ça. L'histoire proprement dite, c'est tout petit. Quant à l'histoire du capitalisme, c'est minuscule. Non mais c'est important. Le capitalisme se présentant comme naturel, on peut avoir l'impression qu'il est le socle, comme ça, de l'humanité. Or, c'est un épisode ridiculement petit, véritablement. Et je pense qu'il faut quand même le voir comme ça. De même qu'il est toujours intéressant de voir que l'histoire de l'homme tout court, c'est pas très long. Les dinosaures ont duré infiniment plus longtemps. Ils ont duré des millions d'années, alors que nous, c'est pas très long dans l'histoire de la vie. Et à l'intérieur de cette faible longueur de l'histoire de la vie, notre histoire moderne, c'est un tronçon extrêmement limité. Alors ça, c'est le premier. Donc je crois que pendant longtemps, il y a eu des groupes nomades de chasseurs et de cueilleurs, et nous savons qu'ils étaient certainement aussi intelligents que nous. Ce n'est pas parce qu'ils étaient arriérés qu'ils étaient comme ça. Parce que quand on voit les dessins qu'ils faisaient sur les parois des cavernes, à la grotte Chauvet ou à Lascaux, on voit que c'était des génies, c'était comme nous, absolument comme nous, avec subtilité, une capacité inventive. C'était les mêmes que nous. Il n'y a pas eu de progrès, on sent bien qu'il n'y a pas eu de progrès au sens où une subjectivité nouvelle aurait surgi par rapport à ces petits groupes, dont par ailleurs, chez les rares subsistants qu'on a encore pu trouver au XXe siècle, on a étudié, comme vous savez, dans l'anthropologie, l'extraordinaire complexité et subtilité des rapports de parenté, des récits mythologiques, etc. Donc cette humanité existait dans sa complétude subjective, mais pendant très longtemps, elle est restée, au fond, comme des groupes nomades restreints qui étaient tributaires quand même de la nature, puisque les ressources alimentaires étaient prélevées directement sur elles. Et ils ne produisaient pas leur subsistance. Voilà, et ils étaient dépendants du fait qu'il y avait des bêtes à manger, des plantes à cueillir. Ça ne les empêchait pas, j'insiste sur ce point, ça ne les empêchait pas d'être d'extraordinaires créateurs de mythes, d'images, de complexité sociale. Et puis, alors ça c'est le premier temps, très long. Et puis survient ce qui est communément appelé la révolution néolithique. Peut-être la plus importante en réalité dans l'histoire de l'humanité. La révolution néolithique, c'est la découverte qu'on peut produire et stocker des ressources alimentaires. Matériellement, c'est ça. C'est l'invention de l'agriculture sédentaire, puis de l'élevage, puis de tous les ustensiles qui vont avec. Il y a les poteries pour stocker les liquides, les graines, etc. La sédentarisation progressive, puisqu'on peut avoir des champs, l'apparition des régimes de propriété, puis finalement l'accumulation de la propriété, le fait qu'on peut entretenir des gens avec un surplus alimentaire, on peut avoir un surplus alimentaire et donc entretenir des gens qui ne font rien, et puis que finalement on peut avoir l'État, on peut avoir une mutation extraordinaire, pas très très ancienne, quelques milliers d'années. C'est notre passé immédiat, ça. Le fond, c'est les chasseurs, cueilleurs, nomades, puis notre passé immédiat, c'est la révolution néolithique, le premier passé de la révolution néolithique, qui va donner ce que nous connaissons, qui va culminer dans l'apparition, dans un milieu fondamentalement agraire, où la possession et la culture des champs est quand même l'activité économique primordiale, de l'apparition des États, des villes, de l'écriture, des impôts, des armées modernisées, des rivalités territoriales, des nations. Et là, on a un univers auquel appartiennent encore nos sociétés très voisines, de façon contemporaine. Au fond, la France du
XVIe, du XVe siècle encore là-dedans, et puis des fragments entiers de la France du XXe siècle qui sont encore là-dedans. Vous êtes vraiment intrigué. Et on peut dire que ces groupements humains-là vont être régis par des traditions. On va appeler ça l'époque, subjectivement, l'époque des grandes traditions. Et en particulier, c'est l'époque qui voit le développement systémique de grandes religions, et aussi le développement systémique de rapports de classe, de rapports étatiques codés et finalement écrits aussi. C'est d'ailleurs, c'est un mystère de savoir, c'est un mystère, c'est une question anthropologique majeure avec des tas d'hypothèses, de savoir pourquoi c'est arrivé ça. Pourquoi c'est arrivé? C'est pas arrivé partout. Après tout, on trouvait encore, il y a quelques décennies, on trouvait encore quelques groupes nomades de chasseurs-cueilleurs. Ça n'avait pas complètement disparu. Des gens qui continuaient la vie histoire. C'est pas arrivé partout, c'est arrivé assez subitement. On sait que c'est une époque temporelle à échelle d'une durée assez courte. Et c'est un bouleversement extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez bien, ça crée les bases sur lesquelles nous vivons encore de la sédentarité rurale et urbaine, et le rapport entre les villes et les campagnes. Là, c'est la deuxième époque. Alors évidemment, des choses entières de notre culture, comme les Grecs, nous avons déjà parlé, le peuple hébreu, tout ça, ça appartient entièrement à cette deuxième étape. Puis alors, après, il y a la Révolution moderne. La Révolution moderne, c'est encore aujourd'hui, ça se passe encore aujourd'hui. La Révolution moderne, c'est le passage à une production industrialisée, y compris des ressources agricoles. Donc cette énorme paysannerie planétaire créée par la seconde époque est en train petit à petit d'être réduite. Chez nous, elle est réduite de façon drastique, avec une vitesse impressionnante, qui donne l'idée de la violence de cette révolution. Songez qu'encore vers la fin du siècle dernier, la paysannerie française, c'est la moitié de la population, sinon un peu plus, et qu'on en est à 3%. Et ça ne s'est pas passé en des millénaires, ça s'est passé en rien de temps, quoi. Donc, on est dans un processus d'urbanisation généralisée de la population, avec quelques contre-courants très limités, une production industrielle des ressources, y compris agricoles, qui obtient des taux de productivité inimaginables encore 200 ans avant, et en réalité à la progressive disparition de la quasi-totalité du monde rural, sur lequel reposait, comme sur un socle stable, la société traditionnelle. Alors la modernité, c'est ça. La modernité, c'est, en son sens le plus général, c'est ce qui a cela comme référent historique, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la troisième époque de l'existence de l'humanité. Cette troisième époque de l'existence de l'humanité, elle est si récente, il est extrêmement difficile de prévoir exactement ce qu'elle... non, de dire exactement ce qu'elle est et où elle va. Là, c'est... D'où une sourde angoisse historique. Parce que c'est une chose d'une ampleur incroyable, mais qu'on bricole jour après jour sans trop avoir de perspective, et d'autant plus que ça n'est pas une époque marquée ou qui engendre des traditions stables. Voilà. Non. En fait, la modernité, la métropole moderne, alors vous voyez bien pourquoi Rimbaud dit métropole. Métropole, c'est en effet parce que la grande ville, c'est la production exemplaire et typique de cette troisième étape. La ville existe depuis le néolithique, mais, depuis la révolution néolithique, mais elle existe dans une dialectique constitutive avec la campagne. Et en réalité, la source fondamentale de la
propriété, des rapports de classe, etc., est stabilisé par la propriété foncière. Ça, c'est le monde de la tradition, c'est ça. Et la paysannerie en est, si je puis dire, le peuple majeur. Ça, c'est terminé. Donc la modernité, c'est vrai, qu'en un certain sens, c'est la fin du monde rural, d'abord. Donc c'est la métropole. La métropole. C'est la concentration urbaine. Concentration qui prend aujourd'hui des formes pathologiques extraordinaires. Les grandes villes dans les pays du tiers-monde, des villes comme Sao Paulo, Lagos, etc., sont des créations de métropoles crues modernes. Là, vraiment, la crudité, si je puis dire, est tout à fait exceptionnelle. Et alors, c'est ce monde dont les poètes, dont nous parlons là, ont tenté de décrire le type particulier de finitude. C'est ça, là, que je veux en venir. Alors, quelle est la finitude spécifique du monde en train de se construire dans la figure de la modernité comme révolution radicale de la société traditionnelle? Voilà. On peut dire que déjà, un bout à un bout, char à l'autre, parle exactement de ça. Alors pourquoi est-ce une question importante pour nous? Parce que pendant longtemps, la finitude, au niveau global, c'est précisément ce que raconte la tradition. La tradition, c'est un récit de finitude. Et en même temps, comme c'est un récit qui impose une forme particulière de finitude, finitude qui est fondée sur la répétition. La répétition qui elle-même, en réalité, renvoie à la répétition inéluctable de la production agricole, dans des conditions archaïques. Donc il y a un cycle agricole, il y a une routine productive, il y a les masses rurales stabilisées, et la société traditionnelle est un peu la normativité finie de tout cela. Et la corrélation fondamentale est entre le fini et la répétition. Or, on pourrait définir la modernité dominante comme la proposition d'une finitude qui ne soit pas la finitude de la répétition. En même temps, elle ne peut pas être la finitude de la dialectique, très contradictoire. Donc elle ne va pas être la finitude de l'outrepassement. Elle ne va pas non plus être la finitude de la répétition. Si vous examinez le problème ainsi, vous allez découvrir le sens de très nombreux thèmes de la vie contemporaine, thèmes idéologiques. Tous ces thèmes sont des thèmes qui maintiennent la finitude, c'est-à-dire qui maintiennent l'idée qu'il n'y a pas de sortie, que nous sommes dans un monde sans sortie, et qu'il n'y a pas lieu de penser à l'outrepassement du monde où nous sommes, parce que ce monde lui-même est mouvement. L'idée que le monde contemporain, le monde de la modernité, est un monde en transformation incessante, et que c'est précisément cette transformation incessante qu'il va falloir coder comme la finitude spécifique de ce monde. Il n'y a que l'interdiction de l'outrepassement, qui est simplement le caractère contre-révolutionnaire de l'idéologie dominante, c'est sa fonction naturelle. L'idéologie dominante, elle est toujours une idéologie de maintenance de ce qu'il y a. Mais la particularité des idéologies conservatrices contemporaines, c'est que ce qu'elles prétendent conserver, c'est un mouvement, et pas une répétition, donc pas une tradition. Et alors quel est ce mouvement? Quelle est cette transformation incessante qui, d'une certaine manière, va être le contenu de la finitude répressive? En réalité, c'est le mouvement des marchandises et des capitaux. Et celui-là, il faut garantir la circulation, je n'entre pas dans les détails, je ne vais pas faire de
l'économie politique détaillée. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que on va être. La modernité, c'est la finitude de la circulation. C'est absolument une finitude, mais vous voyez bien que la propagande en faveur de cette finitude n'est pas du tout la même que la propagande en faveur de la tradition. Parce que la propagande en faveur de la tradition, c'était une propagande explicitement conservatrice. Il faut conserver la tradition. Et pourquoi? Parce que la finitude, c'est la répétition. Il faut que ça continue à se répéter. Là, au contraire, on va nous raconter que rien ne se répète, tout change tout le temps, il faut courir après le changement, il faut des réformes incessantes. La dictature du réel, c'est la dictature de la circulation. Et les catégories d'une finitude de la circulation ne peuvent pas être les mêmes que les catégories d'une finitude de la répétition. Alors, ce mouvement, naturellement, du point de vue d'une idée de l'outrepassement, est un faux mouvement. C'est un faux mouvement, puisque c'est le mouvement qui organise la circulation à l'intérieur d'une caverne identique à elle-même. Ce ne sont que le moyen de faire circuler les gens, les marchandises et les capitaux dans un espace où est maintenue la règle fondamentale de cette circulation, sa subordination au profit, etc., etc. Je propose donc de dire que la modernité se définit par la finitude du faux mouvement. La finitude du faux mouvement. C'est-à-dire d'un mouvement dépourvu de toute dialecticité intrinsèque. Et on pourrait même soutenir que l'idéologie contemporaine, c'est la finitude de la conservation du mouvement. Donc il y a un élément conservateur aussi, mais qui est la conservation du mouvement. C'est très intéressant et nouveau. Il ne faut pas sous-estimer le fait que ça entraîne des catégories innovatrices, que ce n'est pas la même chose qu'avant. Catégorie de la conservation du mouvement en tant que, finalement, faux mouvement, puisque ce qu'il faut, c'est avant tout le conserver, et qu'il ne se laisse pas outrepasser. Et ça donne son style à la propagande antidialectique. J'appelle propagande antidialectique la propagande empiriste contre tout outrepassement. Parce que l'empirisme, au lieu d'être un empirisme de la stabilité, est un empirisme du mouvement. C'est un empirisme particulier. Un empirisme qui va dire la loi qui est la nôtre, c'est la loi de ce faux mouvement qui est en réalité une circulation. L'être de ce mouvement est une circulation. Et donc, on va objecter à la volonté d'outrepassement un conservatisme tout à fait singulier, qui est un conservatisme du mouvement perpétuel. De là que la propagande politique, par exemple, est toujours, de façon obligatoire, une propagande pour les réformes. C'est un phénomène très curieux, d'une certaine façon. On devrait s'étonner davantage que tout le monde parle de réforme. Parce qu'il y a une longue tradition de l'humanité où tout le monde parlait de conservation. C'était quand même le conservatisme, les conservateurs. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les conservateurs, c'est les plus acharnés défenseurs du mouvement, du faux mouvement, quand même. Et ils pensent qu'on ne fait jamais assez de réformes parce qu'on ne libère jamais assez de mouvement. La pensée conservatrice, aujourd'hui, elle consiste à libérer absolument le mouvement de toutes les entraves terribles qui le gênent. Entraves qui, en général, sont simplement le fait d'essayer que un peu tout le monde est part au mouvement. Ça, c'est dramatique. Il faut libérer le mouvement de tout ce type d'entraves et faire que... Il n'y a que le mouvement, quoi. Et ceux qui ne sont pas dedans, tant pis pour eux. Le mouvement d'abord. Comme ça, la vision du monde contemporain. Et donc, c'est une finitude de la réforme permanente. Ça va bien au-delà de la polémique contre le réformisme, ça. C'est que la réforme, c'est l'ontologie politique d'aujourd'hui.
l'ontologie politique d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'ontologie de la circulation comme paradigme de la chose. Alors voilà, ce que je pense, c'est que dans les textes que vous avez, c'est cela qui est visé. Ce qui est visé dans les deux cas, le texte de Rimbaud et le texte de Chartres, ce qui est visé, c'est une intuition qu'ils ont que le monde moderne, la métropole moderne, la malédiction, va dire Chartres, qui ne ressemble à aucune autre, la malédiction nouvelle, qui ne ressemble à aucune autre, la métropole crue moderne comme malédiction qui ne ressemble à aucune autre, et bien c'est ça, c'est la finitude du faux mouvement, la finitude de la circulation. On reprendra ça à la prochaine fois, parce que là, je n'ai pas le temps d'inventorier ou de déplier les textes, vous le lirez d'ici là, vous ferez en partie le travail vous-même. Mais simplement, si on énumère très rapidement les thématiques de Rimbaud, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord que si la finitude est celle de la circulation générale, le sujet de cette finitude n'a pas lieu de se considérer comme maltraité ou inférieur. Ce n'est pas une société de caste, ce n'est pas une société avec une aristocratie, etc. Ça, c'est les analyses de la démocratie par Tocqueville, c'est bien vrai. Donc on attend de lui qu'il soit point trop mécontent. C'est-à-dire que la finitude de la circulation doit être consensuelle. C'est une obligation. Dans les sociétés où elle s'est vraiment installée, on attend un consensus fondamental à son propos. Après tout, puisque c'est une finitude du mouvement, de quoi se plaint-on on participe à la circulation et tout ira bien. Donc, on est éphémère, puisqu'on est un élément de la circulation, mais un éphémère point trop mécontent. Et je pense que c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes point trop mécontents. Un peu mécontents, mais pas au point quand même de nous engager massivement dans un outrepassement radical. Et ça, c'est quand même la forme moderne du conservatisme. Ce n'est pas un attachement fanatique à la tradition, c'est de n'être point trop mécontent de la circulation générale. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, Rimbaud est toujours d'une exactitude mathématique. Deuxièmement, il y a une dissolution des intensités. C'est-à-dire que la circulation générale est extensive. C'est le mouvement de toute chose, et les intensités n'ont pas de place là-dedans. Ça, Marx l'avait déjà vu dans le manifeste. Tout ce qui est valeur, intensité, adhésion subjective, tout ça, c'est évident. Ce qui compte, c'est la circulation matérielle et l'équivalence générale des choses à la monnaie. Et c'est la raison pour laquelle ce qui a des intensités doit être dissous. Dissous, disait Marx, comme vous le savez, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Mais les eaux glacées du calcul égoïste, ce n'est pas une intensité, comme l'indique l'adjectif glacé. C'est glacial. Et alors, donc un deuxième trait, c'est la fin des intensités. Le fait d'être point trop mécontent est lui-même lié au fait qu'il ne faut pas éprouver quelque chose d'intense pour être un juste citoyen de la circulation générale. Il faut se contenter de ce qu'il y a, c'est-à-dire de la circulation elle-même. Et donc, si vous changez votre frigidaire, c'est déjà pas mal. Rimbaud va le dire sous la forme suivante, tout à fait frappante. La morale et la langue sont réduites à leur plus simple expression. Ah oui, bien, la morale, c'est tout ce qui pourrait avoir signification de valeur subjective, intensément vécue. La langue, c'est l'expression générale des nuances, etc. Tout ça n'a plus lieu d'être, et la morale et la langue sont réduites à leur plus simple expression. Enfin, c'est le salut de Rimbaud à cette manière d'être. Le salut ironique de Rimbaud à cette manière. Troisièmement,
et là il est très profond et très précis aussi, c'est une société qui n'inclut pas le lien social. L'atomistique individuelle suffit, puisque on est dans le mouvement incessant de tout, il n'y a pas lieu qu'il y ait la stabilité d'un certain nombre de relations. Ce qui compte, c'est l'atome individuel et la circulation des atomes individuels dans la société. Ces millions de gens qui n'ont pas besoin de se connaître, ça c'est admirable comme description. Millions de gens qui n'ont pas besoin de se connaître. Ça veut dire que la société en question n'a aucun besoin de connaissance ou de reconnaissance des gens entre eux. Ils n'ont qu'à suivre le destin individuel et atomistique de leur participation à la circulation générale. Quatrièmement, la finitude se manifeste du coup plutôt par homogénéité. Et de même qu'il n'y a que des atomes individuels qui circulent, de même, d'une certaine façon, le trajet de la vie elle-même, est réduite à un stéréotype. Ça, il va le dire de façon admirablement. Ces millions de gens qui n'ont pas besoin de se connaître amènent si pareillement l'éducation, le métier et la vieillesse que ce cours de vie doit être plusieurs fois moins long que ce qu'une statistique folle trouve pour les peuples du coup. Autrement dit, la vie tente à n'être plus rien, à n'être réduite, à être transformée en une espèce de miniature, parce qu'elle suit les parcours identiques. Toute vie étant semblable à une autre, n'a pas de longueur intrinsèque. C'est un peu comme l'intensité. Elle doit être très courte, en fait, la vie. Elle est très courte parce que ce qu'on y fait n'est jamais que de participer atomiquement à la circulation générale, ce qui ne crée pas une temporalité véritable. Donc la vie est finie. Là, on a la finitude. La vie est rendue finie, c'est-à-dire brève, à cause de son homogénéité. Voilà. Après quoi, il va dire que tout ressemble à tout. Tout ici ressemble à ceci, et que tout est semblable, tout est homogène. Et là, évidemment, c'est parce que tout est reflété par l'équivalent général. Étant donné que tout a son image monétaire, évidemment, tout ressemble à tout, puisque s'il y avait réellement des dissemblances véritables, les choses ne pourraient pas s'échanger dans leur équivalence monétaire. Elles auraient des différences intenses, des différences qualitatives qui auraient été supprimées. Et ça, alors là c'est évidemment la note sur laquelle Rimbaud va conclure, ça c'est quand même comme une figure de la mort. Une figure de la mort. Alors ça c'est la fin du texte, la mort sans pleurs. Ça c'est très beau aussi. La mort sans pleurs. La mort est devenue elle-même une quantité négligeable dans la circulation universelle. Et amour désespéré. On pourrait penser que là, Rimbaud en vient au point où la seule intensité défendable dans la société telle qu'elle est, c'est une figure désespérée d'amour. Voilà. Nous essaierons de voir la prochaine fois comment on peut essayer de conclure autrement.